Bonjour à toutes et tous. Je me présente, Annie Chaloux, je suis professeure à l'Université de Sherbrooke à l'École de politique appliquée. Je suis aussi directrice de la revue de vulgarisation scientifique, le Climatoscope. Donc, c'est moi qui vais agir à titre d'animatrice pour ce panel-là. Mais avant de commencer, même si cet événement-là est présenté de manière virtuelle, la plupart d'entre nous se trouvent sur le territoire du Tiohtià:ke, plus communément connu sous le nom de Montréal, un territoire qui a longuement été un lieu d'échange entre les peuples autochtones. Donc, par la présente, nous tenons à honorer, respecter et reconnaître les nations qui vivent sur ce territoire et les remercier pour leur hospitalité. À l'occasion de la COP27 qui se déroule actuellement, le Climatoscope, en partenariat avec les Dialogues pour le climat, nous avons choisi de nous présenter cette conférence qui porte sur le rôle des conférences des parties jusqu'à ce jour dans la lutte contre les changements climatiques et aussi la place de la société civile au sein de ces événements climatiques qui sont incontournables, qui ont lieu annuellement. Donc, le panel d'aujourd'hui va se dérouler de la manière suivante. Donc, tout d'abord, je vais vous faire une petite présentation introductive sur l'histoire et l'évolution du régime climatique mondial et je vais vous exposer les plus récentes avancées qui sont associées notamment à l'accord de Paris. Ensuite, le professeur Géraud Delassus-Saint-Geniez, donc professeur adjoint à la faculté de droit de l'Université Laval, va nous faire un portrait de l'état des négociations actuelles et va nous parler des points centraux de négociation qui auront lieu lors de la COP27. Et finalement, M. Martin Porto-Carrero-Encio, qui est chargé de programme environnement, jeunesse et sécurité à l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, va nous renseigner sur le rôle de la société civile dans la gouvernance climatique internationale et locale. Donc, je vais simplement prendre quelques instants maintenant pour partager mon écran. Donc, est-ce que vous voyez bien l'écran et que le contenu n'est pas les petits commentaires ci-dessous? Ça va? Parfait. Donc, ma présentation d'aujourd'hui visait à vous faire un peu une présentation historique pour qu'on puisse comprendre là où on en est aujourd'hui avant de laisser la parole à Géraud. Donc, quand on parle des négociations climatiques internationales, on parle environ de 30 ans de négociations internationales. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a émergé d'abord en 1988, lorsqu'on a créé tout d'abord le GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui, en 2 ans, ont déjà produit un premier rapport qui permettait un peu de faire l'état des connaissances scientifiques sur la question des changements climatiques. Et ce rapport-là, donc, va être publié 2 ans plus tard, en 1990. Ce rapport-là est extrêmement important parce qu'il va vraiment jeter les bases des préoccupations à l'échelle internationale sur la question des changements climatiques. À l'époque, il y avait une certaine zone d'incertitude sur l'impact de l'activité humaine sur les bouleversements climatiques, mais néanmoins, les préoccupations étaient suffisamment fortes pour qu'on décide d'entrée de jeu de lancer un processus de négociation qui mènerait par la suite à l'adoption d'un grand traité sur le climat. En 1992, donc, a lieu le sommet de la Terre à Rio de Janeiro. Et ça, c'est un moment extrêmement important quand on parle plus largement de l'écopolitique internationale parce que ça a été le moment où on a adopté 2 grandes conventions que sont la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la Convention sur la biodiversité. On a lancé le cercle de négociation pour la Convention sur la désertification. Il y a eu l'adoption de l'Agenda 21. Bref, énormément d'engagements internationaux en matière d'environnement. Mais si on ramène à la logique des négociations climatiques, ce qui nous occupe aujourd'hui, eh bien, on adopte cette fameuse convention cadre qui a vraiment littéralement jeté les bases des négociations et qui ont mis sur pied aussi même le système de valeurs qui a teinté tout l'ensemble des négociations qui s'ensuivent. Ici, je vous ai mis simplement une petite, la présentation de l'objectif ultime de la Convention, parce que c'est encore ce qui nous anime aujourd'hui et qui fait qu'on continue à négocier. Cette convention-là, donc, avait pour objectif de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Et ça, ici, je vous le souligne parce qu'à l'époque, on ne savait pas
quelles étaient les cibles, quels étaient les seuils. Mais on savait qu'on devait éviter finalement un emballement incontrôlé du climat. Et c'est pour ça qu'on se fixe donc un objectif qui est à l'époque assez général, mais qui va teinter toutes les négociations qui vont suivre. Donc, dans cet objectif-là, on dit aussi que on doit donc éviter toute perturbation anthropique dangereuse afin que pour laisser les écosystèmes s'adapter, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre de manière durable. Ce qu'il faut comprendre donc dans cet accord-là, dans cet objectif-là, c'est que la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques était une convention qu'on dirait très flexible. Il n'y avait pas d'objectif chiffré en tant que tel, parce que ce qu'on visait, c'était littéralement une participation accrue des États. Donc, on voulait que tout le monde participe à l'édification du système climatique mondial. Et c'est à ce moment-là, donc, on jette les bases de cette grande convention. C'est avec cette convention-là aussi que par la suite sont instaurées ce qu'on appelle les fameuses COP. Donc, aujourd'hui, on est au début de la COP 27, donc 27 ans de cycle de négociation annuel qui vont suivre l'entrée en vigueur de la Convention. Autre élément aussi qui est important de retenir dans cette convention-là, c'est que c'est là où on instaure un principe fort qui est extrêmement important et qui va suivre par la suite, qui est le fameux principe de responsabilité commune mais différenciée. Donc, c'est cette idée où tous ont un rôle à jouer dans la lutte contre les changements climatiques, mais le rôle ne peut pas être le même, doit être équitablement réparti entre les grands émetteurs historiques, donc ils doivent être les premiers à intervenir dans la lutte au changement climatique, mais aussi que tout le monde doit toujours chercher à en faire plus. On doit aider les pays en développement aussi à s'adapter, à faire face au changement climatique pour ne pas qu'ils passent par le même modèle de développement. Donc, c'est vraiment à l'intérieur, c'est vraiment ce grand principe-là qui va intervenir dans la Convention et qui va par la suite teinter 30 ans de négociations climatiques internationales. Suite à l'adoption de la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique, très rapidement, on se rend compte que cette convention-là, elle est importante, mais elle est insuffisante. Parce que, entre-temps, le GIEC produit de nouveaux rapports, l'inquiétude remonte d'un niveau, et on se dit dès 1995, dès la toute première COP qui a lieu, que l'on doit se donner une feuille de route pour avoir un autre traité ou un autre protocole qui donne suite à la Convention, qui, lui, va faire en sorte que les pays développés devront donc être les premiers à intervenir et à réduire leurs émissions pour instaurer ce fameux cercle vertueux des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Ce qui va mener donc à l'aboutissement de la COP3 à Kyoto et qui va mener à l'adoption du protocole de Kyoto. Ce protocole-là, donc, visait essentiellement à ce que les pays industrialisés, 38 pays qui sont indiqués donc à l'annexe B, qui vont devoir réduire leurs émissions en moyenne de 5,2 % entre la période 2008 et 2012. Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré son adoption, ça va prendre énormément de temps avant que le protocole de Kyoto entre en vigueur. Ça va prendre 8 ans. Donc, il va falloir attendre 2005 avant que le protocole de Kyoto entre en vigueur. Pourquoi? Notamment, les États-Unis ne vont jamais ratifier le protocole de Kyoto. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce traité-là, il devait y avoir au moins 38 pays qui représentent 55 pays, qui représentent 55 % des émissions mondiales. Et ça, c'est facile à atteindre pour la première condition. Quand on est un pays, par exemple, en développement, on veut s'adapter au changement climatique, on veut réduire nos émissions, mais on n'a pas d'obligation de réduction d'émissions. Mais il faut quand même que le traité soit représentatif. Donc, pour que le protocole soit représentatif, on met une clause qui est cette fameuse clause de moins de 55 États qui représente 55 % des émissions. Et ça va donc prendre 8 ans avant qu'on atteigne ce seuil minimal-là et que le protocole de Kyoto puisse entrer en vigueur. Ce qu'on se rend compte, donc, avec toute cette durée-là dans l'établissement du protocole de Kyoto, c'est qu'on doit faire mieux, on doit faire plus vite et qu'on doit donc tenter de réparer les pots cassés. Parce que si les États-Unis ne font pas partie du régime climatique mondial, ça ne va pas très bien, étant donné qu'à l'époque, ils sont toujours les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre de la planète. Donc, rapidement va s'instaurer une suite à ce protocole de Kyoto-là, donc une suite de négociations qui visait au départ à ce qu'en 2009, à Copenhague, on arrive avec un nouvel accord, ce qui sera bien sûr un échec.
L'échec de Copenhague va donc nous mener finalement à une réflexion sur le régime climatique, comment il fonctionne, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. Et dans les négociations qui vont suivre, on va se doter donc d'un nouveau calendrier de négociation pour dire, ben, peut-être que la manière dont le protocole de Kyoto a été construit n'était pas à propos. Et on va donc entamer un processus de négociation qui va mener en 2015 au fameux accord de Paris. L'accord de Paris, donc, c'est un moment extrêmement important. Aujourd'hui, hein, quand on parle des négociations climatiques internationales, on ne parle que de l'accord de Paris, que des cibles de l'accord de Paris et des grands principes. Eh bien, pourquoi? Parce que l'accord de Paris est extrêmement important. D'abord, la COP 21, il faut savoir qu'en termes de gens qui ont participé à cette COP-là, c'est une conférence historique. On parle de plus de 50 000 personnes qui vont avoir un statut d'observateur pour participer à ces négociations-là. Et l'objectif qu'on s'était donné de négocier, c'était l'idée qu'on devait soit négocier un protocole, un autre instrument juridique ou un texte convenu d'un commun accord ayant valeur juridique applicable à toutes les parties. Donc, on se donnait une chance, hein, on essayait de négocier quelque chose qui permettrait d'aboutir. Et ce qu'on réussira à faire, c'est adopter ce fameux accord de Paris. Cet accord-là, donc, visait toutes les parties. Et ça, c'est intéressant, c'est une progression parce qu'on sait que tout le monde doit faire leur part, parce qu'entre 1992 et 2011, par exemple, quand on a débuté les pourparlers pour l'accord de Paris, bien, le monde a changé. La Chine est devenue le plus grand émetteur mondial. L'Union européenne a réduit ses émissions de gaz à effet de serre, alors que plein de pays émergents sont devenus donc des émetteurs assez importants. Les émissions mondiales aussi n'ont cessé de croître. Le commerce mondial a été littéralement transformé. Bref, il fallait vraiment se doter d'un outil qui fasse en sorte qu'on parvienne à réduire nos émissions, mais en faisant en sorte que les États soient remis au centre du processus. C'est les États qui doivent fournir des contributions. Donc, ce ne sont plus des obligations, comme on en parlait auparavant, quand on parlait de cibles de réduction obligatoires, mais les États doivent aller à la table de négociation avec des cibles, des contributions qu'on appelle, pour dire quels seraient leurs plus grands efforts, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour lutter contre les changements climatiques. Je vais m'arrêter ensuite en vous présentant juste sommairement les grands éléments forts de l'accord de Paris, puis par la suite, je pense que ça va mettre la table pour la présentation de Géraud qui va suivre. L'accord de Paris est important pour plusieurs raisons. D'abord, quand on prend le temps de lire l'accord de Paris, ce qu'on comprend, c'est que maintenant, toutes les parties doivent mettre l'épaule à la roue. Donc, tout le monde doit faire leur part, mais on reconnaît ce grand principe de responsabilité commune mais différenciée. Donc, encore une fois, tout le monde doit faire leur part, mais cette part-là elle n'est pas également répartie, doit être équitablement répartie en fonction des capacités, des ressources de chacun des pays. Autre élément important dans l'accord de Paris, c'est qu'on cible un grand objectif. Donc, l'objectif, c'est de maintenir les températures nettement sous les 2 degrés et s'efforcer d'atteindre le 1,5 degré Celsius. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les négos, on entend toujours parler du fameux 1,5 degré. C'est parce que ça fait partie des objectifs de l'accord de Paris. Troisième élément, c'est l'objectif du financement. Dans les décisions qui accompagnent l'accord de Paris, on s'entend que les pays développés doivent donner à compter de 2020 100 milliards de dollars par année pour aider les pays à réduire leurs émissions et s'adapter au changement climatique, somme qui n'est toujours pas complètement au rendez-vous. Et vous allez voir, donc on va en parler dans la COP cette année. C'était donc une somme plancher qui, à compter de 2025, devait être rehaussée pour permettre aux pays d'éviter le même modèle de développement très fort en utilisation du carbone et qui puisse s'adapter aussi aux impacts des changements climatiques. Autre élément important dans l'accord de Paris, et c'est ce qui était un peu sa nouveauté à l'époque, c'est ce qu'on appelait la clause de révision périodique. Dans l'accord de Paris, ce qu'on s'est dit, c'est que pour éviter de toujours entrer dans des cycles de négociations sans fin, et éviter l'échec de l'accord de Copenhague, c'est que chaque 5 ans, les États devaient revenir à la table en présentant une nouvelle contribution déterminée au niveau national, qui soit toujours de plus en plus ambitieuse par rapport à la contribution antérieure, parce qu'on reconnaissait dans l'accord de Paris que tout ce qui est mis sur la table à ce moment-là n'était pas suffisant pour atteindre nos objectifs ultimes, mais que si à chaque 5 ans,
on se donne une obligation de rehaussement de l'ambition, ben, éventuellement, on réduirait l'écart et on parviendrait à répondre à l'objectif de l'accord de Paris. Et finalement, le dernier volet concerne la forme légale de l'accord de Paris. Il y a eu beaucoup de discussions à savoir est-ce que c'était un traité, est-ce que ce n'était pas un traité. On a convenu que c'était donc un traité. Il est construit, élaboré de la même façon qu'un traité international. Par contre, les obligations qui sont présentes à l'intérieur, il y a beaucoup d'obligations de moyens, pas nécessairement des obligations de résultats sur tout, mais reste que la manière dont il est configuré, bien, il est légal au sens du droit international. Le non-accord de Paris vient simplement de la tension qu'il y avait aux États-Unis sur le fait que si on avait appelé ça le traité de Paris, le protocole de Paris ou la convention de Paris, bien, ça aurait dû passer par le Sénat et on savait que les États-Unis n'auraient pas pu à ce moment-là participer au régime. Mais bref, il a les composantes pour être considéré comme un traité international. Donc, ça vous donne ici les grandes lignes là, de manière très, très, très résumée. Et là, je vais arrêter tout de suite de partager mon écran pour passer la parole rapidement à Géraud. Donc, pardonnez-moi, je vais arrêter le partage. Et sans plus attendre, Géraud, je te cède la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Annie, pour ta présentation. Merci beaucoup de cette invitation. C'est toujours un grand plaisir de participer aux événements qui sont organisés dans le cadre des COP. C'est toujours un grand plaisir de parler des négociations sur le climat, mais c'est toujours aussi un peu avec une certaine difficulté qu'on se livre à l'exercice parce que on m'a demandé de parler de manière générale, de couvrir, de donner une vue d'ensemble de cette COP 27. Et les négociations sur le climat sont devenues des négociations vraiment tentaculaires dans lesquelles on parle de tout un tas de questions. Donc, ça demande un effort de synthèse certain, on va dire. Alors, je m'excuse si je ne couvre pas tout, mais je vais essayer de me focaliser vraiment sur les points centraux qui, à mon avis, vont être les points dont on va le plus parler et sans doute à l'aune desquels on va juger si la COP27 a été un succès ou pas. Et ce que je trouvais très intéressant dans la présentation d'Annie, c'est qu'on voit bien finalement que toutes ces négociations sur le climat qui se suivent les unes après les autres, on peut les voir un peu comme une sorte de grande histoire qui est en train de s'écrire et que chaque COP représente une chapitre. Et donc, pour comprendre un peu pour comprendre un chapitre, il faut nécessairement avoir en tête les éléments qui ont précédé un peu et donc revenir un peu sur les COP précédentes. Donc, sans trop aller dans le détail, mais je pense qu'avant de parler de la COP27 en tant que telle, il faut commencer par revenir sur l'épisode précédent, donc qui était la COP26, qui était une COP importante, ou du moins qui s'est déroulée dans un contexte particulier, sans doute à 3 égards. Alors, peut-être l'a-t-on déjà oublié, mais on sortait de la pandémie, donc c'est une COP qui s'est déroulée dans un contexte particulier en raison des mesures sanitaires qui s'appliquaient, mais au-delà de ça, c'était aussi la première fois qu'on avait sauté une année dans le calendrier des COP, puisque en 2020, il n'y avait pas eu de conférence. Donc, on avait peut-être le sentiment qu'il y aurait une sorte de solidarité renforcée après l'épreuve collective que cette pandémie nous avait infligée. Et donc, on se disait qu'on voyait bien, enfin, en tout cas, cette pandémie nous avait fait prendre conscience à quel point on était capable de mettre en place des actions concertées de grande ampleur, de changer nos comportements, et à quel point aussi on était tous confrontés aux mêmes réalités. Là, c'était une crise sanitaire, mais ça s'appliquait aussi pour une crise écologique. Le deuxième aspect, c'est qu'on a eu le premier volet du 6e rapport d'évaluation du GIEC, donc qui porte sur les aspects scientifiques du climat. Et donc, on a ce qu'on constate dans l'histoire des négociations climatiques, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un rapport du GIEC, il y a dans les négociations climatiques des avancées importantes. Donc, il y avait ici un contexte particulier puisque ces rapports d'évaluation sont des rapports périodiques aux 5 ou 6 ans. Donc, il y a quand même un impact important quand il y a une publication de ces rapports-là. Et puis, le troisième élément qui faisait que c'était une COP un peu particulière, c'est que, en fait, 2020 marquait la fin 31 décembre 2020 a marqué la fin du protocole de Kyoto. Donc, on sortait du protocole de Kyoto et on rentrait véritablement dans le système de l'accord de Paris. Donc, c'était la première conférence sur le climat où on était vraiment
si je puis dire, en mode mise en œuvre de l'accord de Paris. Et d'ailleurs, dans beaucoup des contributions déterminées au niveau national que les États ont communiquées, il est indiqué que les contributions seront mises en œuvre à partir du 1er janvier 2021. Donc, on avait une sorte de nouveau départ. On était vraiment sorti du cadre du protocole de Kyoto et maintenant, toute l'attention se focalisait sur l'accord de Paris. Alors, c'est une COP c'est une opinion personnelle et on peut tout à fait ne pas la partager, mais qui me semble s'être terminée sur un bilan un peu mitigé. Ce n'est pas vraiment un succès, mais ce n'est pas non plus un échec comme on a pu connaître pour ceux qui se souviennent de la conférence de Madrid avant le début de la pandémie, où ça s'est fini 44 heures après l'heure à laquelle ça devait s'arrêter et un peu dans un désordre. Donc, ce n'est pas vraiment un succès ou ce n'est pas vraiment un échec, mais vous me direz tout ça, c'est une affaire d'interprétation. Alors, je vous livrerai plutôt peut-être 3 constats factuels que l'on peut retenir de cette dernière COP et qui aident un peu à comprendre ce qui va se passer à la COP 27. Alors, la première chose qu'on a faite à la COP 26, qui était très importante, c'était finaliser les règles de mise en œuvre de l'accord de Paris, parce que dans l'accord de Paris, on avait besoin d'adopter des sortes de règlements d'application pour expliquer comment certains mécanismes de l'accord de Paris allaient fonctionner. Et notamment, on a adopté des décisions très importantes sur la question ce qu'on appelle un peu abusivement les mécanismes de marché, ou en terminologie de l'accord de Paris, les mécanismes de coopération, parce qu'ils ne sont pas tous des mécanismes de marché. On a finalisé aussi des négociations sur la transparence. L'article 15, c'est le comité qui est chargé de la mise en œuvre de l'accord de Paris, donc on a adopté un règlement intérieur. Et 4.10, c'était pour les calendriers communs des contributions déterminées au niveau national, où il y avait encore des négociations à mener. Donc, de ce point de vue, il y a eu, de manière tout à fait objective, des avancées majeures, parce qu'on n'avait pas de règles sur ces questions-là. Maintenant, on les a, donc on a des règles d'opérationnalisation de l'accord de Paris. Le deuxième point, c'est qu'on a aussi mis en place un mouvement pour essayer d'organiser le rehaussement du niveau d'ambition de l'atténuation, qui est toujours un point critique dans les négociations, puisqu'on sait que l'addition des contributions, des promesses qui sont faites pour le moment, ne nous permettent pas d'être sous le 2 degrés, sous l'objectif des 2 degrés. Donc, le premier élément, c'est qu'à la COP26, beaucoup d'États, ce qu'ils n'avaient pas fait auparavant, sont arrivés avec des contributions déterminées au niveau national actualisées. Et donc, en additionnant ces promesses, on a vu qu'on passait d'une trajectoire qui nous amenait vers 3,2 degrés Celsius d'élévation à 2,7 degrés d'élévation. Donc, on a vu quand même qu'il y avait une sorte de sursaut qui avait été amorcé par les États et que même si la trajectoire n'était pas bonne, elle était en tout cas moins mauvaise que ce qu'elle était auparavant. Et puis, plus concrètement, dans le pacte de Glasgow, qui est une décision qui a été adoptée, enfin 2 décisions qui ont été adoptées à la COP26, on a mis en place un programme de travail pour relever le niveau d'ambition de l'atténuation qui va se dérouler lors de la COP27. Alors, j'en parlerai dans quelques instants. Et bon, ça, c'était une avancée importante. On a prévu aussi une table ronde ministérielle qui aura lieu jusqu'en 2030 à chaque année pour parler de cette question de l'atténuation. Et puis, si vous vous souvenez, pour ceux qui aiment les petites guerres de mots, on avait eu des discussions importantes pour savoir si on incluait les références au charbon et aux suppressions, aux subventions inefficaces aux combustibles fossiles. Et ça, pour ceux qui suivent les négociations depuis longtemps, c'était un tournant important parce que c'est la première fois qu'on faisait référence au charbon dans une décision de la conférence des parties. La première fois aussi qu'on parlait des subventions inefficaces aux combustibles fossiles. Et puis, le troisième aspect de cette COP26, ça a été le lancement de nouveaux chantiers qui ont été mis en place sur différents domaines. Alors, le premier domaine, c'est celui de l'adaptation. On a mis en place un programme de travail de Glasgow-Sharm el-Sheikh sur l'objectif mondial d'adaptation. L'adaptation est un des objectifs de l'accord de Paris, qui fait l'objet d'un article, qui est l'article 7. La difficulté qu'on a en revanche avec cette adaptation, c'est que c'est difficile de la mesurer parce qu'on n'a pas de métrique qu'on peut utiliser on n'a pas d'unité de mesure qu'on peut utiliser comme pour l'atténuation, en parlant en tonnes équivalent CO2. Et donc, on s'est dit que pour que l'on puisse suivre les progrès que l'on fait dans le domaine de l'adaptation, eh bien, on avait besoin, les États avaient besoin de s'entendre sur une méthodologie pour suivre, comptabiliser, diagnostiquer les efforts d'atténuation, d'adaptation. Donc, il y a un programme de travail qui a été lancé. Un autre aspect, ça a été le lancement d'un programme de travail sur les pertes et préjudices, qui s'appelle le dialogue de Glasgow. Alors, pertes et préjudices, c'est une expression dont vous allez beaucoup entendre parler les 2 prochaines semaines. Les pertes et préjudices, même si c'est une expression qui n'est pas définie dans les négociations, on considère que ça fait référence aux effets des changements climatiques que l'on n'a pas pu empêcher de se manifester par le biais des mesures d'atténuation et par le biais des mesures d'adaptation. Donc, c'est en quelque sorte les effets résiduels du changement climatique qui se manifestent même si on met en place des mesures d'atténuation et d'adaptation vigoureuses.
Et c'est une question qui est discutée depuis longtemps dans les négociations climatiques, qui a fait l'objet d'une reconnaissance assez progressive. Il y a eu un tournant important quand on a adopté l'accord de Paris, puisqu'on a un article 8 dans l'accord de Paris qui porte sur les pertes et préjudices. Le problème est que même si on a mis en place différents programmes de travail déjà sur cette thématique-là, on n'a jamais mis en place de mécanismes financiers. Dans l'accord de Paris, il n'est pas fait référence aux pertes et préjudices sous le volet, dans le cadre de l'article 9, qui est l'article qui porte sur le financement. Et donc, il n'y a aucune obligation pour les États de financer l'indemnisation des pertes et préjudices. Alors, ça ne veut pas dire que les pays en développement n'ont aucun accès à des fonds pour ça. Il y a déjà différents fonds qui existent. Je ne rentre pas dans les détails, mais s'il y a des questions, on pourra revenir là-dessus. Donc, ils peuvent bénéficier de fonds, mais l'accès à ces fonds est compliqué. Il n'est pas certain, il n'est pas garanti et il n'est pas donc protégé par des décisions de la conférence des parties ou l'accord de Paris. Donc, il y a une volonté d'amorcer des discussions sur cette question-là et ça a donné lieu à la décision qui était de dire on va avoir un dialogue de Glasgow sur les pertes, sur le financement des pertes et préjudices et donc de discuter de modalités de mobilisation des fonds vers des activités liées à minimiser ou à remédier à ces pertes et préjudices. Et puis enfin, mais Annie en a parlé tout à l'heure, il y a des discussions lors de la COP26 qui ont eu lieu sur la finance climatique. Et donc, on a dit qu'on mettait en place un programme de travail pour définir un nouvel objectif de transfert de ressources financières pour l'après-2025. Donc, jusqu'en 2025, ça reste l'objectif de 100 milliards, qui n'est pas tout à fait atteint. Si j'ai bien compris, on est rendu aujourd'hui à peu près à 83 milliards par an. Et ça reste un vrai enjeu dans les négociations parce que cette promesse-là, qui est une promesse brisée, parce qu'on a dépassé, initialement, ça devait être atteint en 2020, eh bien, ça montre pour beaucoup d'États en développement que les pays développés ne sont pas très sérieux dans la manière dont ils s'investissent dans la lutte contre les changements climatiques. Donc, on va avoir des discussions là-dessus. Et puis, je finis aussi sur ce dernier point qui est important pour les pays en développement, qui est que dans le pacte de Glasgow, donc l'année dernière, on a décidé que le financement pour l'adaptation devait être doublé d'ici 2025. Et ça, évidemment, c'était une reconnaissance très importante pour les pays en développement. Donc, il faudra voir comment tout cela va se concrétiser. Donc, vous voyez, on a lancé des nouveaux chantiers et c'est un peu ces chantiers-là dont il va être question lors de la COP qui s'est ouverte hier. Alors, pour le contexte des négociations, je crois qu'il faut les replacer dans leur contexte global. Il y a d'abord un aspect scientifique, c'est qu'on a eu les deux autres rapports du GIEC, donc du groupe de travail numéro 2 et du groupe de travail numéro 3, sur le premier sur l'impact, la vulnérabilité et l'adaptation, et le numéro 3 sur l'atténuation. Et donc, on a ici un rappel d'une certaine réalité qui sont les impacts concrets du changement climatique, mais aussi ce que l'on devrait faire comme réduction pour atteindre cet objectif-là. Et donc maintenant, alors c'est un peu changé par rapport au dernier rapport du GIEC, la base de l'année de référence est devenue 2019, donc c'est une réduction de 43% par rapport à 2019, si on veut avoir des chances de rester sous l'objectif du 1,5 degré. Et on a aussi ce rapport de synthèse des contributions déterminées au niveau national qui a été publié un peu avant le début de la COP, où on a fait le calcul, si on additionne toutes les promesses, où est-ce qu'on est aujourd'hui, eh bien, ça nous amène vers une trajectoire en 2030 où on serait à peu près à moins 3,6% par rapport à ce qu'on a émis en 2019. Donc, vous voyez qu'il y a encore un gap, un écart très important par rapport à la trajectoire sur laquelle on est. Et la trajectoire qu'on devrait avoir, et ce qui représente à peu près, donc si on convertit en degrés, même si c'est des estimations, c'est 2,4, 2,7 degrés d'augmentation. Donc, on est encore en train d'améliorer, si je veux dire, le contenu de ces contributions. Mais on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour être sous le 2 degrés. Sur le plan politique, il y a des facteurs qui vont sans doute qui vont peser un peu sur le déroulement des négociations. Le premier, c'est sans doute que de plus en plus, les impacts des changements climatiques se manifestent de manière très concrète. J'ai pris l'exemple ici du Pakistan parce que c'était vraiment spectaculaire, mais on l'a vu dans d'autres États. Et donc, il y a une perception du risque climatique qui est visible à la fois dans les pays en développement, mais aussi chez les pays développés. On constate qu'il y a une juridicisation de cette question de la gestion des risques climatiques. On l'a vu au mois de septembre, l'Australie a été condamnée par le Comité des droits de l'homme parce que sur son territoire, elle ne mettait pas en place des mesures d'adaptation suffisantes pour protéger la population située dans certaines régions de son territoire.
elle a été condamnée sur la base d'une violation des droits de la personne. Donc, on voit que ne rien faire ou ne pas faire suffisamment pour protéger la population, ça peut être constitutif d'une violation des droits de la personne. Et puis enfin, c'est une COP africaine, donc on peut se douter que la présidence africaine va peser très fort pour faire en sorte que la voix des pays africains soit entendue lors des négociations. Donc ça, c'est plutôt pour l'aspect, on va dire, optimiste du déroulement de cette conférence. Mais bon, il y a des aspects qui invitent à la prudence aussi. Le contexte international est somme toute pas très porteur. Bon, il y a le conflit de la Russie avec l'Ukraine. Les tensions, la Chine et les États-Unis, qui évidemment n'est pas très propice à ce qu'il y ait un résultat ambitieux, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des résultats ambitieux dans des conférences sur le climat, il y avait d'abord eu des ententes entre la Chine et les États-Unis. Il y a un contexte économique qui ont sans doute à l'aube d'une récession, donc peut-être une plus grande prudence des pays développés sur les promesses de financement. Et puis pour ce qui est de la COP africaine, je pense que c'est à double tranchant, parce que ça veut aussi dire que si jamais la présidence africaine décide d'être peut-être un peu moins vocale que ce que certains États voudraient sur certaines questions qui intéressent les pays africains, il y a aussi une forme de solidarité qui doit exister entre les États africains. Et donc, si la présidence africaine, enfin, on dit c'est possible, mais ce serait difficile de voir un schisme entre la présidence africaine et le reste des États africains. Sur certains, ce que je veux dire par là, c'est qu'il doit y avoir une solidarité des États africains avec ce que fera la présidence de la COP. Et je crois que ça préoccupe déjà certaines délégations africaines. Alors, pour ce qui est des principaux enjeux, eh bien, je reviens avec, pour ça que ça s'inscrit dans la continuité de la COP26. Alors, premier enjeu, c'est ce programme de travail pour relever le niveau de l'ambition qu'on a mis en place l'année passée. Et il faut savoir maintenant, dans le cadre de ce programme de travail, comment est-ce qu'on va faire pour relever le niveau d'ambition. Et on a un cadre qui est un peu contraint, j'allais dire, parce qu'on ne doit pas faire double emploi avec des processus qui existent déjà dans le cadre de l'accord de Paris. On a un processus de bilan collectif qui existe. C'est l'article 14. On ne doit pas non plus remettre en question des dispositions de l'accord de Paris. On a une obligation, Annie l'a dit, de revoir le contenu des contributions déterminées au niveau national tous les 5 ans. Ça veut dire qu'on ne peut pas non plus obliger les États à revoir le contenu à l'intérieur de cet intervalle de 5 ans. Donc, on voit qu'on a un certain nombre de contraintes. Est-ce que relever le niveau d'ambition, ça veut dire viser le 1,5 degré ou viser le 2 degrés? Dans l'accord de Paris, ça n'a jamais vraiment été précisé. Est-ce que là aussi, on doit le préciser ou pas? Et puis, quelle issue de ce programme de travail? Est-ce que c'est simplement une recommandation générale? Est-ce que c'est une identification des meilleures pratiques? Est-ce qu'on doit cibler des pratiques particulières dans certains secteurs? Bref, il y a beaucoup de questions qui vont être discutées. Deuxième point, c'est le programme de travail Glasgow-Sharm el-Sheikh sur l'adaptation. Donc, je disais, on a besoin d'instruments de mesure de l'adaptation. Et là, on a une question politique, c'est-à-dire que plus on va réussir à avoir des mesures précises de l'adaptation, plus on va être en mesure de demander des comptes sur comment le financement s'effectue pour l'adaptation. Et donc, si les pays en développement souhaitent vraiment qu'on ait cette discussion-là, les pays développés, j'ai l'impression, sont un peu plus réticents, parce que ça veut dire qu'on pourra leur demander des comptes sur la manière dont ils ont financé l'adaptation. Tant que ça reste un peu flou, c'est plus difficile, c'est plus facile pour eux d'être prudents sur le volet financement dans cette question-là. Et puis, il faudra voir aussi comment est-ce qu'on va doubler le financement de l'adaptation. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu beaucoup d'inquiétudes de la part des pays africains parce que cette question-là n'était pas inscrite à l'ordre du jour dans l'agenda. Je crois que ça a été corrigé, mais ça reste encore un peu flou, je crois, pour certaines délégations. Et puis, dernier point, c'est le financement des pertes et préjudices. Donc, c'est la première fois que les États mettent à l'ordre du jour cette discussion-là. Et ce n'est pas une discussion qui est facile parce que sur le plan juridique, les États ne sont pas tenus d'indemniser les pays en développement pour les effets des changements climatiques. Il n'y a pas d'obligation du point de vue du droit international. Ça peut paraître surprenant, mais ce n'est pas illégal d'émettre des gaz à effet de serre. Alors, c'est peut-être illégal d'en émettre trop, c'est peut-être illégal de prendre aucune mesure pour contrôler ces émissions, mais bon, tous les États prennent des mesures pour contrôler leurs émissions. Donc, s'il n'y a pas de violation d'une obligation internationale, il n'y a pas d'obligation d'indemniser. Et de toute manière, dans l'accord de Paris, dans la décision qui accompagnait l'accord de Paris, il y avait un paragraphe qui précisait que perte et préjudice, ça ne peut pas donner lieu à l'indemnisation. Alors, en même temps, c'est difficile de rien faire parce qu'on voit bien ce qui se passe à travers le monde. Et donc, c'est sans doute plus sur une base de la solidarité et de la coopération internationale que les pays développés vont aborder cette négociation-là, mais qui soulève aussi un certain nombre
Les questions sur le plan technique, comment est-ce qu'on, si on décide d'aller de l'avant avec le financement des pertes et préjudices, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on crée un fonds dédié à cette question-là ou est-ce qu'on capitalise déjà sur les fonds qui existent en rajoutant des critères spécifiques dans l'administration de ces fonds-là? Qui va alimenter ce fonds-là? Donc, le secrétaire général des Nations Unies propose une taxe sur les profits de l'industrie, des industriels de l'énergie fossile. Je ne suis pas sûr que ça suscite un enthousiasme débordant au sein de certaines délégations. Comment est-ce qu'on redistribue cet argent-là? Il y a déjà des initiatives qui sont en place, il faut en tenir compte aussi. Et puis, comment est-ce qu'on applique le principe des responsabilités communes et différenciées dans la distribution des fonds? Donc, on voit qu'il y a tout un tas de questions un peu techniques qui se posent sur cette discussion-là et je ne suis vraiment pas convaincu que ça va être réglé lors de la COP27. Et puis enfin, c'est toujours quelque chose qui reste en suspens. Ça peut paraître surprenant que ça fait longtemps qu'on en parle, mais il y a encore et toujours des détails de la mise en œuvre de l'accord de Paris dont on doit discuter. Notamment l'article 6, qui sont des discussions un peu complexes sur les méthodes de calcul de résultats d'atténuation pour s'assurer qu'il n'y ait pas de double comptage dans le marché de droit à émettre des gaz à effet de serre. Alors, je m'arrête ici, mais simplement une très brève conclusion. Je crois que la COP27, c'est une rencontre de transition et qui va aussi confirmer certaines tendances. Alors, rencontre de transition parce qu'on est en train de sortir du protocole de Kyoto. On a fini de négocier les modalités de mise en œuvre de l'accord de Paris dans leur grande majorité. Et donc, maintenant, on va rentrer dans une phase plus de mise en œuvre. Et puis, on voit que les États lancent de nouveaux chantiers. Donc, on a peut-être ici une certaine transition qui s'effectue dans le contenu des négociations. Et ça va aussi peut-être confirmer certaines tendances. Alors, une première tendance, c'est le rééquilibrage des enjeux. Historiquement, les négociations sur le climat, ça a toujours été l'atténuation. Depuis une dizaine d'années, ça évolue un peu plus vers l'adaptation. On sent que ça prend une place plus importante. Et maintenant, on comprend depuis quelques années que les pertes et préjudices sont un enjeu vraiment essentiel pour beaucoup de délégations. Et en fait, beaucoup de délégations accordent assez peu d'importance au volet atténuation. Ce qui les intéresse, c'est vraiment le financement pour l'adaptation des pertes et préjudices. Et puis, confirmation de nouvelles dynamiques. Ces nouvelles dynamiques ici sont que on avait historiquement un processus de négociation qui était axé sur l'élaboration de règles, l'élaboration d'engagements, la définition de textes pour organiser l'action collective. Et là, maintenant, il s'agit d'une nouvelle dynamique qui est celle de mettre en place des processus pour faire en sorte que les engagements soient rehaussés. Et ça, je dois dire que ça reste un peu un mystère. On voit les négociateurs qui sont un peu mal, enfin, qui ne savent pas très bien comment aborder ce problème-là, parce que ce n'est pas dans leur ADN de négocier quelque chose pour rehausser le niveau d'ambition. Ils sont bons pour négocier des textes, mais ça, savoir comment est-ce qu'on incite les États à rehausser le niveau d'ambition, à part des formules incantatoires, c'est plus difficile d'avoir une prise sur ce dossier-là. Donc, je m'arrête ici, et donc, si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, Géraud. Je vais laisser tout de suite la présentation du prochain conférencier, donc Martin Porto-Carrero, qui va nous parler du rôle de la société civile dans le contexte des COP. Et par la suite, je pourrai répondre, je pourrai poser les questions là, du public pour qu'on puisse avoir des échanges pour les minutes qui resteront. Donc, Martin, je vous laisse la parole. Excellent. Merci beaucoup, Annie. Bonjour à toutes et à tous. Au nom de la COSI, ça me fait vraiment plaisir de participer à cette activité organisée dans le cadre du Dialogue pour le climat. Et merci, Géraud, aussi, tu as réussi en quelques minutes de faire un portrait et de mettre sur la table les enjeux qui se discutent présentement en Égypte. Donc, alors moi, j'ai structuré ma présentation à partir de la question que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire quelle est la place et quel est le rôle de la société civile dans ces instances de gouvernance climatique internationale, c'est-à-dire la COP et la COP27. Donc, peut-être la première chose que je pourrais dire, c'est que la société civile a toujours participé au processus de la COP. En fait, le rôle de la société civile au sein des COP est essentiel et elle est déterminante aussi pour faire avancer justement les engagements que les États ont fait au niveau de l'action climatique. Mais malheureusement, et Géraud avait commencé à aborder ça tantôt, ce n'est pas tout à fait évident et notamment la participation de la société civile devient de plus en plus difficile. Et les COP sont devenus des espaces où les groupes marginalisés sont toujours face à des obstacles quant à leur participation. Par exemple, les femmes, les personnes non binaires,
les membres de la communauté LGBTQS+, sont toujours surreprésentés. Et les droits autochtones, les droits des peuples autochtones, par exemple, ne sont pas tout à fait reconnus. Les revendications des jeunes ne sont pas tout à fait prises en compte non plus par les États, surtout quand il s'agit de prendre des décisions pour l'action climatique. Alors, on se pose la question, pour la COP27, est-ce que c'est une COP inclusive? Ben, je pourrais dire que les défis et les enjeux que je viens de mentionner tantôt, qui sont pour l'ensemble et pour les différentes éditions des COP qu'on a eues jusqu'au présent, ben pour la COP27, les défis et les enjeux deviennent encore plus complexes, notamment pour les groupes marginalisés et la société civile en général. En fait, ceux qui participent sont en fait pour la plupart les grandes élites des pays du Nord. Il y a plusieurs restrictions pour les pays du Sud et la société civile. En fait, la place est trop restreinte pour la société civile. Et elle est trop restreinte à la COP27, par exemple, parce qu'il y a d'énormes enjeux au niveau des droits humains en Égypte. La société civile, les organismes de la société civile d'Égypte, en fait, n'ont pas, mettons, la même liberté pour exercer leurs actions comme ici au Québec, par exemple. Et la place est trop restreinte aussi parce que les lieux où se déroule actuellement la COP, c'est un lieu de difficile accès. En fait, Sharm el-Sheikh est connu principalement comme une cité balnéaire avec des grands hôtels et bien sûr avec des prix très peu accessibles. Et en fait, je ne sais pas si c'est une anecdote, mais en tout cas, il y a quelques mois, l'association des hôtels de Sharm el-Sheikh, par exemple, en vue de la COP, avait pris la décision d'augmenter leur prix. Donc, il y a eu plusieurs représentants de la société civile et même des délégations des pays du Sud qui avaient déjà réservé, à l'avance des hébergements, bien sûr moins chers, et ils se sont vus du jour au lendemain se faire annuler leur réservation. Et le pire, c'est que quand ils ont voulu réserver à nouveau, les prix étaient beaucoup plus élevés qu'avant. Donc, ça fait que beaucoup de délégations n'ont pas pu finalement assister à la COP27. Donc, c'est évident que les pays du Nord sont plus représentés à la COP alors qu'ils sont responsables de la crise climatique en grande partie et sont ceux en plus qui n'ont pas respecté jusqu'au présent, on l'a vu dans les deux dernières présentations, n'ont pas respecté jusqu'au présent leur engagement en termes de réduction des gaz à effet de serre et aussi en termes de financement pour l'action climatique. Donc, comme vous pouvez le constater, les COP restent encore comme des espaces de multiples oppressions, de difficile accès, d'une inégalité importante au niveau de la représentativité des États aussi. Donc, face à ces contextes vraiment très difficiles, le rôle de la société civile, et notamment les représentants qui ont un accès à la COP, comme par exemple la société civile du Canada, leur rôle devient très important. Nous devons exiger aux pays du Nord de respecter leurs engagements et d'agir en faveur d'une justice climatique et sociale. Si on fait un parallèle de ce que je viens de présenter, les groupes et les populations qui ont un accès limité à la COP sont aussi se trouvent en fait parmi les plus vulnérables aux impacts des changements climatiques. Là, vous voyez à l'écran 2 informations. Savez-vous, par exemple, que le continent africain est responsable de seulement 4% des émissions de gaz à effet de serre, mais qu'il doit faire face aux pires répercussions des changements climatiques? Savez-vous, par exemple, que les peuples autochtones, qui composent moins de 5% de la population mondiale, protègent jusqu'à 80% de la biodiversité mondiale? C'est-à-dire, leur rôle concernant la protection de l'environnement est essentiel pour la planète. On les voit, on les constate. Ils sont des protecteurs efficaces de l'environnement.
Ben, malheureusement, dans les deux cas, ces groupes, ces populations sont très peu sécurité et très peu prises en compte lors des négociations pour le climat. Et en revanche, par exemple, la COP26, celle qui a eu lieu l'année dernière à Glasgow, la plus grande délégation qui a participé, c'était des représentants des gros pollueurs, des lobbyistes des industries, de ceux qui polluent le plus notre planète. Donc, oui, en effet, nous faisons tous face à la même tempête, mais nous ne sommes pas tous dans les mêmes bateaux. Alors, la société civile africaine et la COP27. La COP27, oui, bien sûr, c'est une COP internationale pour la société civile, au niveau international. C'est une COP aussi qui se passe en Afrique, si je ne me trompe pas, pour la 5e fois. Donc, la société africaine, malgré les multiples obstacles que je viens de mentionner, est mobilisée. Et ils veulent faire de cette COP la COP de la justice climatique. En fait, les États africains veulent avoir cette COP dans leur continent. Pourquoi? Parce qu'ils demandent un moment de responsabilisation de la part des États du Nord. Parce que, comme dans le cas du Pakistan, les conséquences des changements climatiques qu'ils vivent sont désastreuses. Ou, oui, sur le point environnemental, mais aussi au niveau économique, au niveau social, au niveau de la santé. Donc, bien sûr, pour eux, c'est crucial de participer à la COP parce que c'est une des rares occasions pour eux de discuter et surtout d'interpeller les pays du Nord, comme le Canada d'ailleurs, et de leur exiger d'assumer leurs responsabilités et de faire leur juste part quant à la lutte au changement climatique. Donc, pour nous, la société civile, pour la société civile canadienne qui participe ou qui va participer à la COP, oui, bien sûr, les COP sont essentielles. Mais pour les pays et les populations du Sud, les COP sont cruciales. Alors, quel rôle peut jouer la société civile canadienne à la COP 27? Premier point d'information, le Canada a l'une des plus grandes délégations de la société civile et l'une des plus organisées à la COP. Donc, bien sûr, ça joue un avantage pour les délégués, mais il devrait aussi s'agir d'une responsabilité plus importante pour nous en tant que délégués de la société civile. Tout d'abord, il y a un réseau qui s'appelle le réseau Action Climat Canada, qui fait partie d'une grande famille internationale, le réseau Action Climat international. Donc, comme le mentionne le réseau Action Climat Canada, nous, en tant que société civile, on s'engage à honorer le travail, l'expertise et les luttes des groupes locaux en Égypte et des autres pays africains. Nous respectons aussi le travail que ces organisations égyptiennes et africaines ont fait et que, comme nous le savons très bien, qui risquent leur vie pour réclamer une justice climatique. Nous nous engageons à participer à la COP27 de manière à respecter les organisations locales qui sont présentes sur le terrain. Je voudrais mentionner un exemple pratico-pratique de ce que la société civile canadienne fait pour la COP27. Et là, j'amène l'exemple de mon organisation. Et en fait, du côté de la COSI, ces derniers mois, nous avons travaillé avec une vingtaine d'organismes de coopération internationale du Québec à la création d'un document de plaidoyer pour la COP27. Et dans ces documents de plaidoyer, la demande principale de la COSI, qui d'ailleurs fait écho aux demandes de plusieurs actrices, acteurs de la société civile internationale, est de demander aux États, comme je l'ai mentionné tantôt, aux États qui ont contribué le plus à la crise climatique, de faire leur juste part et de prendre des mesures pour favoriser une plus grande justice climatique. Bien sûr, en particulier pour les populations
les plus affectées par les changements climatiques, les populations dont j'ai fait mention au début de mon intervention. Et au niveau de la gouvernance climatique, la COSI demande, par exemple, aux États, on demande d'assurer une représentation plus importante des populations les plus affectées par les changements climatiques. On demande, par exemple, de soutenir la participation active de ces populations dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques climatiques, d'offrir un accompagnement, de garantir des moyens d'action humains, financiers, techniques qui pourraient assurer leur participation à ces instances de gouvernance comme la COP. Au gouvernement du Canada et au gouvernement du Québec en particulier, la COSI demande de mettre sur pied des comités consultatifs formés de ces groupes pour conseiller, pour orienter l'action climatique du Canada et du Québec à l'international. Nous avons formulé d'autres demandes au niveau des droits humains, de la finance climatique, de la responsabilité des États donneurs. D'ailleurs, si vous me permettez, je fais une petite parenthèse, on organise une conférence de presse ce mercredi à midi, une conférence de presse virtuelle, où nous allons présenter justement l'ensemble de nos demandes. Donc, si vous voulez y assister, vous pourrez consulter le site web de la COSI pour avoir toutes ces informations-là. Alors, j'ai fini avec ces deux points-là que vous voyez à l'écran. Je voudrais terminer en mettant l'accent sur les rôles prépondérants qui devrait avoir la société civile internationale et les populations du Sud quand on parle de l'action climatique. Je sais, je l'ai déjà dit, mais c'est important de le souligner. L'action climatique devrait être axée sur le leadership et l'expérience des populations, en particulier des populations les plus vulnérables à la crise climatique. Nous avons besoin d'une inclusion équitable et significative. Nous avons besoin de solutions réelles, de solutions justes, responsables, sensibles à la dimension du genre, dirigées par la communauté et qui restaurent la nature. Nous avons besoin aussi de solutions réelles axées sur les droits des peuples autochtones, sur les droits des communautés locales et sur la protection de ceux qui défendent la justice. La COP 27 qui a commencé hier devrait être un renouvellement du système. La COP devrait être un moment pour se réinventer et de mettre en œuvre rapidement une collaboration axée sur l'équité, la justice, la science et l'humanité. On ne peut pas se permettre d'avoir un échec à cette COP. En tout cas, moi, j'ai bien espoir que la société civile va jouer un rôle clé pour empêcher ça. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ces présentations. Donc, je lancerai peut-être la parole au public. Si vous avez des questions ou des réflexions que vous voudriez faire, en fait, donner aux panélistes, vous pouvez soit les mettre dans la boîte de dialogue, sinon, j'imagine que vous pouvez demander à main levée pour pouvoir avoir le micro. Sinon, ben, je prends quelques instants là, pour voir s'il y a des gens qui avaient des questions qu'ils voulaient nous donner pour que je puisse lire aux panélistes. Questions, réflexions? Je peux peut-être commencer en fait par une petite question en attendant que les gens commencent à écrire les leurs. Ce qui est intéressant dans vos deux présentations, c'est que d'une part, on reconnaît quand même les limites d'une approche très institutionnalisée que Géraud met en place. Quand vous parlez du fait, par la suite, Martin, que c'est davantage, en fait, que la société civile doit jouer un rôle plus important. Est-ce que vous avez des exemples de délégations, par exemple, d'États qui ont fait cette place-là, des groupes un peu plus marginalisés, qui ont ouvert donc cet espace de dialogue-là pour qu'ils puissent intervenir puis rendre compte des expériences très concrètes associées aux impacts des changements climatiques, ou jusqu'à maintenant, ça semble être assez occulté de ce que vous avez comme reconnu ou observé dans vos participations? Ben, pour moi, c'est la première fois que je vais participer à la COP. Et je pars d'ailleurs dans quelques jours.
mais c'est ce que j'ai pu comprendre, c'est ce que j'ai pu entendre des différents collègues, ben, ce sont surtout les populations du Sud, les délégations du Sud qui, qui, euh, qui prennent en compte le plus les points de vue, les expériences des différentes communautés du Sud, de la société civile. Donc, on sait très bien, par exemple, comme je disais tout à l'heure, que la délégation canadienne de la société civile, c'est une délégation quand même très importante. Juste du Québec, si je ne me trompe pas, on est environ 60-70 personnes qui participent à la COP27. On a déjà vu par le passé l'importance ou les rôles que la société civile peut jouer, la société civile canadienne peut jouer envers les États. Donc, par le passé, la société civile canadienne a mis beaucoup de pression au gouvernement canadien pour justement faire respecter leur engagement. Et c'est quelque chose qu'on tient encore, qu'on veut faire dans cette COP27. Mais bien sûr, euh, c'est important la participation de la société civile, mais l'impact reste quand même un peu limité. Donc, c'est surtout aux États, c'est surtout aux négociateurs de, de, euh, de changer un peu les choses et de vraiment. euh, on sait qu'il y a une pression très importante des lobbies, par exemple, mais on sait aussi, et on le voit très bien, même ici au Canada, que l'impact des changements climatiques se fait sentir déjà. Donc, c'est surtout aux États de prendre les bonnes décisions et de changer les choses. Merci. Peut-être que je continuerai dans la même veine, Jérôme, pour vous poser une question, puis ça vient un peu des commentaires que je voyais dans le chat pendant la discussion. Certains évoquent beaucoup la notion un peu d'éco-blanchiment, puis le fait que, par exemple, l'année dernière, on avait reproché qu'il y avait plus de 500 délégués qui provenaient du lobby pétrolier à travers le monde, etc. Est-ce qu'il a commencé à y avoir des pourparlers ou des discussions sur le fait de qui peut ou peut ne pas participer à ces COP-là, par exemple, parce qu'on entend souvent penser le cas de l'OMS, hein, que le lobby de la cigarette ne fait pas partie des discussions. Donc, comment se fait-il que ce secteur-là y participe? Donc, est-ce qu'on est rendu là dans les négociations à même évaluer la pertinence de certains acteurs ou on n'est pas encore rendu là? Non, je crois qu'effectivement, on n'est pas rendu là. Je regardais mon fil Twitter ce matin. Il y avait quelqu'un qui prenait des photos des pavillons. Et par exemple, le pavillon du Koweït, vous allez voir qu'il y a une photo d'une très belle installation pétrolière ou gazière, je ne sais pas, qui orne leur pavillon. Alors, c'est pour dire que, évidemment, les décisions ne peuvent pas se prendre sans les États et qu'il y a des États pour lesquels l'industrie des énergies fossiles fait partie de la solution. D'autant plus que maintenant, il est clairement reconnu dans le dernier rapport du GIEC qu'on ne s'en sortira pas sans technologie de capture et de stockage du carbone. Et ça, ça demande des infrastructures particulières, ça demande une expertise particulière et je crains que cette expertise soit beaucoup détenue pour le moment par des personnes qui œuvrent dans le secteur des énergies fossiles. Mais de manière plus générale, je crois qu'il ne faut pas non plus idéaliser le concept de société civile parce que la question est intéressante, Annie. La société civile, c'est à la fois des activistes qui se battent pour les droits des populations et pour une cause juste, qui est celle de la protection du climat, mais ce sont aussi des personnes qui font partie du lobby pétrolier. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour discriminer ces personnes-là? Je crois que c'est un peu difficile de dire que certains acteurs de la société civile, parce qu'ils défendent une cause plus juste, vont avoir un accès prioritaire aux délégations et une écoute plus attentive que d'autres personnes qui, on peut le voir comme des marchands de tabac, mais en tout cas qui, peut-être pour d'autres, font aussi partie de la solution. Donc, c'est assez difficile de faire ces discriminations-là parmi les membres de la société civile, tant que les États ne décident pas eux-mêmes, si je puis dire, de faire le tri et d'avoir une écoute plus attentive à l'égard de certaines composantes de cette société civile. Je crois que c'est difficile. Ce qui, en revanche, me semble être un vrai problème, c'est que ce que l'on constate de plus en plus, c'est que ça a été mentionné par Martin, mais je crois que c'est une tendance de fond qui s'installe, c'est qu'il est de plus en plus difficile pour la société civile sur place et de manifester, et de s'exprimer et d'avoir accès aux chambres de négociation. De plus en plus, à partir du moment où les négociations deviennent sérieuses, la société civile est exclue. Et je me souviens, il y a quelques années, d'avoir assisté à, parce qu'il y a un système de force de l'ordre qui est en place sur les enceintes des COP, des activistes qui ont été malmenés, enfermés, certains qui étaient des leaders de communautés autochtones d'un certain âge. Et donc, il y a une vraie question qui se pose. Il y a même eu des cas d'emprisonnement, je me souviens, c'était à Marrakech.
une vraie question se pose et de savoir comment est-ce qu'on protège les droits des activistes lors de ces sommets-là. Et le fait de les tenir, ces conférences, dans des États qui, en partant, ne sont pas déjà extrêmement réputés pour le respect des droits de la personne, pose un problème. Et la prochaine COP on va avoir les mêmes questionnements puisqu'elle est à Dubaï. Donc, ce sera pareil. Merci. Là, je vois deux dernières petites questions. Donc, je vais demander aux deux personnes qui voulaient intervenir de poser des questions rapides puis qu'on réponde succinctement pour pouvoir clore avec quelques minutes là, de délai qu'on se permet toujours après un webinaire. Donc, il y avait tout d'abord Francis Lapierre qui avait une question et ensuite Donna Waikanga. Donc, Francis, je vous laisse la parole. Vous pouvez ouvrir le micro. Puis ensuite, Donna. Oui, je ne sais pas si on m'entend. Oui, OK. Y a-t-il une révision des cibles de l'accord de Paris prévue pour être en accord avec la nouvelle science sur les 5 points de bascule prévus avant l'atteinte des 1,5 degrés Celsius? Parce qu'il y a un article scientifique qui est sorti comme quoi il va y avoir 5 points de bascule qui risquent de s'enclencher avant les 1,5 degrés. Puis les accords de Paris, puis tous les autres accords avant, c'était pour prévenir ces points de basculement du climat. Alors, y a-t-il quelque chose de prévu pour ça? Alors, est-ce que je peux répondre? Vas-y. Non, il n'y a pas d'obligation pour les États de revoir leurs cibles, mais c'est tout l'enjeu du programme de travail sur le rehaussement du niveau d'ambition dans l'atténuation. C'est d'essayer, même si on ne peut pas obliger les États, de mettre en place des conditions qui feront en sorte qu'ils seront amenés à augmenter leurs cibles. Et la question de savoir à la lumière de quoi est-ce qu'il faut augmenter les cibles fait partie des discussions. Est-ce que c'est à la lumière de ces 5 points de bascule que vous évoquez qu'on doit calquer ce qui est le niveau d'ambition qu'on devrait atteindre? Est-ce que c'est le 2 degrés ou est-ce que c'est le 1,5? Tout ça fait partie d'une négociation et il y a des vues différentes entre les délégués. Merci. Donna, donc dernière question, c'est vous qui avez le mot de la fin. OK, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. J'avais une question pour M. Martin, en tout cas, un bel exposé de votre part. Je suis précisément en Afrique. Vous avez tiqué mon attention, vous avez parlé, savez-vous quel continent africain est responsable de seulement 4% des émissions de gaz à effet de serre, mais qui doit faire face aux pires répercussions des changements climatiques? Ma question est la suivante. Vous défendez une société civile. Est-ce que vous le savez bien que les régions africaines doivent faire face aux pires répercussions de ces changements climatiques? Est-ce que vous avez déjà mené des champs d'action avec, je ne sais pas, les populations africaines quant à ça, ou bien votre champ d'action se limite uniquement dans les régions canadiennes? J'imagine que la question est peut-être plus applicable pour Martin. Je ne sais pas si vous vouliez répondre à sa question. Oui, je vais essayer de répondre. Oui, première chose à dire, je me suis trompé, ce n'est pas 4%, c'est 3,8%. Donc, c'est encore OK, plus ça dérange pas. alarmant. Okay. Non, mais je l'ai dit comme ça juste pour dire que c'est encore plus inquiétant tout ce qui se passe au niveau des impacts des changements climatiques. C'est surtout aux États africains de déterminer ce qu'ils veulent mettre en place pour la lutte au changement climatique. Bien sûr qu'il y a toutes ces initiatives, tous ces programmes dont on faisait mention, l'adaptation, les pertes de dommages, le financement climatique. Il y a une responsabilisation de la part des États du Nord, de la part surtout des États qui polluent le plus. Mais après, c'est aux États africains de mettre en place les actions qui pourraient mitiger l'impact des changements climatiques. Pourquoi? Parce que ce sont les États africains qui connaissent le plus leur région, qui connaissent le plus leur pays, leur réalité. Donc, ce n'est pas aux États du Nord à dire quoi faire en Afrique. Nous, on peut accompagner en tant que société civile. Nous, on peut être solidaires. Mais après, les personnes, l'expertise se trouve là-bas en Afrique. Comme la même chose pour les États en Amérique latine, en Asie, etc., etc. Donc, c'est comme ça que je pourrais répondre à votre question. Merci beaucoup.
Donc, c'est ce qui conclut la présentation d'aujourd'hui. Vous recevrez donc prochainement un sondage de satisfaction. Donc, je vous invite à le remplir. Ça va nous aider pour la suite des choses et pour les prochaines éditions des dialogues. Simplement aussi vous dire que si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, je vous invite à consulter le 4e numéro du Climatoscope qui a été publié en septembre dernier et qui fait état des avancées scientifiques par rapport au changement climatique dans plusieurs domaines. Le numéro est disponible gratuitement en ligne sur le site web du Climatoscope. Et finalement, je tiens très sincèrement à remercier nos panélistes d'aujourd'hui. Donc, merci Géraud de la Suisse Saint-Genièse et Martin Porto-Carrero qui ont bien accepté de participer à cet événement des dialogues pour le climat et qui nous ont fait part de leur expertise. Merci aussi à vous, cher public, de vous être joints à nous. Merci donc à toutes et tous et je nous souhaite que l'ambition climatique soit au rendez-vous pour cette 27e conférence des partis. Merci à vous tous et toutes et passez une belle journée. Au revoir.